Présentation. Alors bien, bienvenue dans ce Talk to Talk dédié à la loi de finances. Je suis Corinne Inesti, la présidente de la CPME 13. Je suis ravie de vous rencontrer et d'animer ce rendez-vous. Je suis également expert comptable et donc à ce titre, ça m'intéresse également et je me sens concernée aussi bien par la fonction que j'occupe à la CPME et donc justement c'est important et on aura des rendez-vous plus fréquents encore avec l'administration fiscale, avec l'ordre des experts comptables, avec l'URSSAF pour vous apporter les actualités bien évidemment qui arriveront et surtout des points peut-être un peu plus techniques pour vous aider et faciliter le quotidien du chef d'entreprise qui certes peut-être lui-même déjà au courant par l'information qu'il peut avoir, soit en se la procurant lui-même, soit par son expert comptable. Mais nous, on a envie de donner une information pratique et c'est justement le thème d'aujourd'hui. Donc, la loi de finances, je serai accompagnée pendant cet épisode de Nicolas Ferrand, qui est le président de l'Ordre des experts comptables. Bonjour Nicolas et merci d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir. Et monsieur Emmanuel Gaillardon, administrateur général des finances publiques et responsable justement du pôle gestion fiscale à la DRFP PACA et les Bouches-du-Rhône. Et du coup, on a un petit souci pour l'instant avec Emmanuel de son. On se voit, on a l'image, mais on n'a pas encore le son. Donc, ça va arriver parce que je pense que cet incident ne va pas rester sans solution, bien évidemment. Donc, je vais commencer par vous parler donc de la loi de finances en vous disant que pour autant, cette année 2024 et notamment sur la clôture des comptes 2023 ou sur l'impôt sur le revenu des revenus 2023, on peut dire que quelque part, c'est une loi de finances qui n'a pas apporté de très, très grands changements. Emmanuel, on vous entend? C'est bon? Non, j'ai cru que j'avais entendu. Mais ça fait rien. Il y a toujours, bien évidemment, des axes qu'il faut présenter, des axes sur lesquels il y a des points de vigilance. Il y aura des mesures nouvelles, notamment des mesures vertes, on va en parler aussi, des précisions qui ont été amenées suite à des jurisprudences et surtout, eh bien, il y a des thématiques qu'on va aborder avec vous parce qu'elles vont vous concerner de près, notamment par Emmanuel Gaillardon sur le report de la facturation électronique, sur les impôts de production tels que la CVAE, sur la TVA, parce qu'on est tous concernés, notamment sur les franchises en base, et puis d'autres obligations ou d'autres nouvelles mesures. Est-ce qu'Emmanuel est en capacité de nous entendre et de nous parler? Pas encore, Corinne, pas encore. Toujours pas. Alors, donc, du coup, Nicolas, on va attaquer ensemble. Euh, Moi, je voudrais, avant d'attaquer sur la loi de finances, rappeler, puisqu'on est ravis de faire ce webinaire avec l'Ordre des experts comptables, qu'effectivement, vous tous autour de nous, soit vous êtes en société et vous avez, je suppose, un expert comptable, soit vous êtes en auto-entrepreneur ou peut-être vous n'en avez pas, enfin en micro-entreprise, vous n'avez pas besoin, mais sachez que nous faisons régulièrement nous, les experts comptables, de l'information que nous portons à votre attention, justement, et qu'on est, euh, je dirais, un des conseillers privilégiés d'entreprise. Et à ce titre-là, Nicolas, justement, ce qui fait peur, je vais commencer peut-être par ça, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux l'aborder pour l'instant, qu'est-ce qui changerait en matière de contrôle fiscal? Alors, Corinne, je te remercie de me poser la question puisque, effectivement, tu l'as dit en introduction, pendant très, très longtemps, notre pays, a été le roi de l'instabilité fiscale et maintenant, depuis 15-20 ans, c'est beaucoup plus stable et donc du coup, les lois de finances sont nettement plus maigres qu'avant avec très peu de changements. Il y a un des grands thèmes quand même de cette année dans cette loi fiscale, c'est une petite réforme du contrôle fiscal. Alors réforme du contrôle fiscal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, depuis le 1er janvier 2024, nos inspecteurs du Trésor public ont la possibilité, d'enquêter, de manière anonyme sur les réseaux sociaux pour avoir, des faisceaux d'indices par rapport à des éléments de train de vie. Voilà, puisque souvent, ce sont les éléments de train de vie qui mènent à un contrôle fiscal ou à une situation de rectification. Ça, c'est un premier élément et après il y a un deuxième élément qui est aussi, heu
la disparition progressive du contrôle sur place contre en fait un contrôle fiscal à distance et même de manière électronique, puisque dans les mois et les années qui viennent, la plupart des contrôles fiscaux se font de manière dématérialisée et l'administration fiscale enverra un avis de rectification directement au domicile du contribuable ou de l'entreprise. Ce n'est qu'après qu'il y aura une possibilité justement d'avoir un débat contradictoire. Contrairement à ce que nous, on vit, alors Corinne, tu es bien placée pour le savoir, hein, puisque tu es expert comptable comme moi et donc on a plus l'habitude de bénéficier de contrôles fiscaux pour nos clients que nos clients, eux. Le contrôle fiscal, souvent, se fait au siège de l'entreprise ou chez son expert comptable, avec des rendez-vous assez réguliers avec un inspecteur. Et donc, cette technique tend à disparaître, puisque vous le savez, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un agent du Trésor public qui a été assassiné lors d'un contrôle fiscal. Et donc, les agents du Trésor public ont été très touchés par ça. Et donc, cette réforme vise aussi à ça, justement, à sécuriser, parce que ce sont souvent des situations un petit peu délicates et conflictuelles. Donc, ça, c'est le premier point qu'il faut voir sur la réforme du contrôle fiscal. Ça ne veut pas dire qu'il y a un durcissement, forcément. Les règles restent les mêmes et le droit fiscal également, tout comme le code général des impôts. Ah, ça y est, on a le son chez Emmanuel Cardon, je crois. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on vous entend, Emmanuel, on est ravis. Je suis vraiment désolé de cette difficulté technique. Il n'y a pas de souci, on comprend. On avait commencé donc avec nos invités et Nicolas à parler un petit peu de choses qui fâchent habituellement, mais là on le présentait sous une forme d'approche différente, qui était notamment les changements en matière de contrôle fiscal. Et du coup, quelque part, Nicolas, pour terminer, puis je donnerai la parole à Emmanuel, ça veut dire aussi qu'on est puisqu'on parle beaucoup de simplification en termes de mesures, hein, c'est quelque part différent, puisqu'en fait, on répond par des mails ou par des plateformes, on dépose des documents, c'est ça, en fait. Oui, bah, c'est Quelque beaucoup part, plus il le faut le voir aussi mécanisme. comme une mesure un peu de simplification. C'est une mesure de simplification. Moi, pour moi, je pense que le mécanisme va être beaucoup plus fluide. Il va être moins traumatisant aussi pour le contribuable qui est vérifié, parce qu'il y a toujours un côté un peu angoissant, même quand on n'a rien à se reprocher. Alors, on est toujours un petit peu angoissé quand on reçoit un avis de vérification, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc là, ça va être plutôt plus simple, plus fluide. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que l'administration fiscale va mettre vraiment en œuvre le droit à l'erreur qui est déjà en vigueur depuis quelques années. Et donc là, il va vraiment prendre tout son sens, puisque tout simplement, l'administration fiscale enverra une proposition de rectification en disant il s'avère que l'analyse des documents que nous avons en notre possession, puisqu'ils ont un droit de communication qui est très élargi dans ces cas-là, il s'avère qu'il y a une base qui est erronée, et puis vous nous devez tant, et pas de pénalité, pas de majoration d'application du droit à l'erreur. Donc, c'est Justement, juste alors, vraiment quelque chose de fluide et pour rectifier les bases rapidement et qu'il n'y ait pas de gros bobos. je voudrais rebondir. Alors, Emmanuel Gaillardon, bonjour. Donc, j'ai dit que vous Oui, étiez bonjour Corinne. administrateur général des finances publiques et surtout le responsable du pôle gestion fiscale de la DRFP, PACA et les Bouches-du-Rhône. Donc, du coup, j'ai envie de rebondir parce que certains d'entre nous, peut-être, maîtrisent pas bien cette notion de droit à l'erreur. On pourrait expliquer du point de vue de l'administration fiscale, qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'erreur? Alors oui, bien sûr. Et j'aimerais également confirmer ce que Nicolas Ferrand vient d'indiquer. C'est-à-dire que notre objectif, ça n'est plus de ne plus nous rendre dans les entreprises, de ne pas avoir un débat contradictoire. Le texte tel qu'il ressort de la loi de finances est un texte qui vise simplement, dans un petit nombre de cas, à garantir la sécurité effectivement de nos agents. Comme Nicolas Ferrand le rappelait, nous avons eu un drame qui a touché des vérificateurs il y a un peu plus d'une année, qui s'est traduit donc par le décès, enfin le meurtre du chef de brigade. Et évidemment, ça a amené l'administration à prendre un certain nombre de précautions. Mais je tiens à insister là-dessus, dans un petit nombre de cas. Ce que nous tenons absolument à éviter, c'est par exemple que nos agents se rendent au domicile des usagers. Dans un certain nombre de cas, le siège étant au domicile de l'usager, eh bien, nos vérificateurs étaient tenus de se rendre au domicile seuls, dans des conditions parfois compliquées. Et donc, c'est ce cas particulier que nous souhaitons éviter.
Dans la majorité des cas que nous rencontrons, le dialogue doit continuer à exister et, si possible, dans les locaux de l'entreprise. Donc, c'est une mesure, je dirais, qui doit rester l'exception, véritablement. S'agissant du droit à l'erreur que Corinne rappelait, la volonté de l'administration est bien de distinguer deux types d'anomalies. Je dirais des anomalies qui résultent d'une volonté délibérée de fraude. Et dans ce cas-là, bien évidemment, nous arrivons avec un arsenal, je dirais, répressif assez lourd. Et puis à côté de ça, la très grande majorité des entreprises sont les entreprises qui sont concentrées bien sûr sur leur activité économique et pour laquelle, je dirais, la fiscalité n'est qu'un pan de la gestion. Bien évidemment, dans ce contexte, nous admettons qu'il puisse y avoir des erreurs dans la comptabilité, mais également dans les déclarations fiscales. Dans ces conditions, nous considérons, et nous avons des dispositifs qui le permettent, qu'il faut prendre en compte cette possibilité de droit à l'erreur et donc venir vers l'entreprise en lui proposant de régulariser sa situation. C'est-à-dire, on va très vite identifier quelques anomalies. Ces anomalies, on va les indiquer au chef d'entreprise et on va lui proposer éventuellement de faire une rectification spontanée dès le début de la vérification. Dans ces conditions, Nicolas Ferrand le rappelait, nous traduisons ça par pas de pénalité et simplement un intérêt de retard réduit de 50%, c'est-à-dire le prix du temps réduit de 50%. C'est-à-dire que là, nous ne faisons que rectifier une erreur, mais nous n'engageons pas de pénalité, voire même de poursuite pénale, comme ça peut être le cas dans le cas des fraudes les plus graves. Là, véritablement, on accepte l'erreur et on propose au chef d'entreprise de la régulariser et ça se traduit uniquement par le prix du temps et encore le prix du temps diminué de 50%. Voilà ce que nous appelons le droit à l'erreur. Merci pour ces précisions parce que je pense que ce n'est pas toujours quelque chose de bien perçu ou bien maîtrisé. Alors du coup, une autre particularité, c'est la fameuse facture électronique qui avait été annoncée dans un premier temps sur un calendrier plus proche de nous et maintenant c'est décalé à 2026 voire 2027 et je pense que faut s'y préparer. Donc déjà, ne serait-ce que connaître ces dates et connaître le processus de ce que va sous-entendre la facturation électronique aussi bien sur les modalités que sur la TVA peut-être par la suite. Est-ce que vous pouvez, vous, donc Emmanuel, nous en faire un exposé maintenant Bien auprès des sûr, chefs bien d'entreprise sûr. qui vous écoutent? Sans vouloir monopoliser trop de temps, la facturation électronique, c'est quelque chose qui existe dans d'autres États, hein, déjà, en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe, notamment lorsqu'on le regarde, l'Amérique latine pratique la facturation électronique depuis plusieurs années. C'est assez surprenant, mais c'est bien le cas. Alors, la facturation électronique, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est permettre, c'est même imposer aux entreprises qui commercent entre elles d'envoyer la facture de manière électronique et de recevoir, pour celles effectivement qui sont clientes, des factures également de manière électronique. Alors, la facturation électronique, ça n'est pas simplement le fait de scanner et d'envoyer un PDF. C'est bien une procédure totalement électronique qui vise à saisir directement la facture et qu'elle soit transmise dans les mêmes termes, soit au client, soit au fournisseur. Ça n'est pas non plus ce qu'on appelle le e-reporting. Le e-reporting, c'est-à-dire que, comme je vous l'indiquais, la facturation électronique, c'est entre deux redevables, client, fournisseur. Le e-reporting, il s'agit de ce que vous avez facturé à l'usager final, c'est-à-dire au particulier ou éventuellement à une entreprise étrangère. Ça devrait également être saisi sur une plateforme, et j'y reviendrai, de façon à ce que ça soit enregistré par l'administration. La facturation électronique, c'est tout cela. Alors, ce que nous avons constaté au cours de l'année 2023, c'est que les délais de mise en œuvre étaient très, très mal connus, voire même le processus très mal connu. Pas uniquement dans les PME, mais je dois dire également dans les grandes entreprises. Or, la facturation électronique, c'était prévu au 1er juillet 2024, demain. C'était bien la date qui était prévue. Alors, devant cette impréparation, voire même cette méconnaissance, alors méconnaissance par les entreprises et peut-être aussi, je dois le reconnaître, une certaine préparation insatisfaisante du côté de l'administration. C'est-à-dire que, comme je vous l'indiquerai, il y aura une plateforme publique sur laquelle les plus petites entreprises pourront se connecter gratuitement. Cette plateforme n'était pas prête. Alors, il a été décidé par le législateur de repousser les dates de passage à la facturation électronique.
Très simple. Ces dates de passage, elles étaient pour les très grosses entreprises, 1er juillet 2024, ça sera repoussé au 1er septembre 2026. Et là, on parle en émission. Je reviendrai sur le fait de recevoir. Pour les entreprises de taille intermédiaire, la date, c'était le 1er janvier 2025, c'est-à-dire elles devaient émettre des factures électroniques le 1er janvier 2025. Pour les PME, on était sur le 1er janvier 2026 en termes d'émission, comme pour les micro-entreprises. Donc, tout ça est repoussé, tout ça est redécalé. Donc, en termes d'émission, nous allons passer au 1er septembre 2026 pour les grosses entreprises, ainsi que pour les entreprises de taille intermédiaire. Et pour les PME et micro-entreprises, nous serons sur le 1er septembre 2027. Ça nous donne un peu de temps devant nous. Mais ça, c'est pour l'émission. Et ça arrive vite. S'agissant de la réception, la date est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les entreprises, grosses, moyennes, petites, devront pouvoir recevoir au 1er septembre 2026 les factures émises par leurs fournisseurs. Donc dans moins de 2 ans, c'est vraiment bientôt. Voilà, c'est après-demain, c'est très très vite. Donc, s'il y a un message à faire passer, c'est prenez conscience de cette exigence qui va nous arriver à tous, administration, mais surtout vous, entreprise, et préparez-vous. Préparez-vous avec la CPME, mais aussi avec nos experts comptables qui auront des solutions à vous proposer. Et pour les plus petites entreprises, vous aurez de manière tout à fait gratuite accès à un portail public gratuit de facturation sur lequel vous pourrez aller saisir directement vos factures. Donc, sachez qu'il y a deux possibilités. Juste pour simplifier, avant qu'on continue à expliquer, pour ceux qui éventuellement n'ont pas encore été bien sensibilisés à cela, ça veut surtout dire qu'à partir de, au plus tard 2026, septembre, on ne peut plus faire lorsqu'on est concerné, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera concerné, mais lorsqu'on est concerné, on ne pourra plus émettre de factures sur Excel, sur Word ou sur tout logiciel qui n'est pas agréé. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. On ne pourra plus faire des factures comme on le fait aujourd'hui, d'une façon non réglementée. Là, aujourd'hui, ça devra être en conformité avec les supports permettant la lecture de ces factures pour les plateformes. On est bien d'accord? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la facturation telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce sera terminé. Ce sera terminé. Et il faudra donc passer soit par le portail public, soit par des plateformes privées agréées par l'administration sur lesquelles vous pourrez effectivement établir votre facturation et recevoir votre facturation. D'accord. Et à partir du moment donc, où on va émettre ou recevoir, comment vont être gérés, parce que ça aussi on a besoin de comprendre, les flux des factures de vente ou des factures d'achat? Écoutez, les flux, vous les recevrez, vous, entreprise, vous les recevrez. Par contre, la simplification à venir, alors elle n'est pas encore clairement datée, c'est que l'administration, bien évidemment, notamment fiscale, recevra l'ensemble de ces informations. Et ces informations, à terme, serviront à préimprimer, par exemple, les déclarations CA3 que vous déposez, déclarations de TVA. Donc, on va vers une simplification, puisque demain, compte tenu de cette obligation, nous aurons les moyens de connaître quelle est votre TVA collectée, quelle est votre TVA déductible, et donc de déterminer, de vous proposer effectivement la TVA que vous devrez effectivement régler. Donc, c'est une simplification à venir extrêmement importante. Alors, je tenais à préciser une chose qui est, à mon avis, aussi importante, c'est qu'on a fait une étude de coût par rapport à la facturation actuelle pour une entreprise. Une facture papier ou autre coûte en moyenne 10 €. La facturation électronique telle qu'elle est prévue coûtera 1 €. Donc, ce qu'il faut voir derrière la facturation électronique, c'est qu'il y a également de la simplification, mais aussi un gain pour l'entreprise. Donc, je crois qu'il faut le noter pour y aller sans réticence. Et il ne s'agit pas non plus, alors bien évidemment, le fait que l'administration des finances connaisse tous vos flux ne doit pas vous inquiéter, puisque les chefs d'entreprise, au contraire, seront rassurés par le fait que nous pourrons très vite, dans le cadre du droit et l'erreur que nous avons indiqué, vous dire attention, nous avons un décalage, et vous le verrez, vous pouvez le rectifier immédiatement. Ça entraînera, bien évidemment, à terme, on n'y est pas, on est sur 2027 ou 2028, ça entraînera un dialogue beaucoup plus fluide.
Très bien. Et Nicolas, alors du coup, je me tourne vers toi par rapport à l'accompagnement que peuvent faire, on en a parlé tout à l'heure du PROEC notamment, et nous, bien sûr, CPME en tant que fédérateur de tout cela. J'imagine que beaucoup de, et moi ça commence à m'arriver aussi bien à la CPME que dans mon cabinet, bien sûr, les gens s'inquiètent, mais quel logiciel prendre, comment je saurai, qu'est-ce que je dois faire, comment je me prépare, comment nous alors du coup, nous trois ensemble éventuellement, mais bon, lors des experts comptables, pourront accompagner les entreprises. Alors, la conviction qu'on a, nous, alors les experts comptables, c'est qu'on va pouvoir accompagner les entreprises un petit peu par ruissellement, c'est-à-dire que il faut que dans un premier temps, on arrive à former en fait nos adhérents, les collaborateurs de l'ordre des experts comptables, pour qu'après justement, on puisse distribuer la bonne parole au niveau des entreprises. Et l'idée, si tu en as parlé, c'est de s'associer à la CPME 13 également pour justement diffuser aux côtés de la DRFIP cette bonne parole au sujet de la facture électronique. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'en parler de la facture électronique puisque Monsieur Gallardon a parlé justement des plateformes privées qui seront agréées auprès de la DGFiP, des impôts, mais aujourd'hui, on n'a pas encore tous les outils en main pour avoir en fait du concret parce que, et encore plus dans les Bouches-du-Rhône, on a un tempérament latin et donc on aime bien pouvoir toucher les outils, les tester. Et malheureusement, aujourd'hui, les outils ne sont pas encore tous prêts puisqu'en fait, on n'a pas encore les passerelles entre les plateformes et la plateforme des impôts pour justement faire des tests sur cette facture électronique. Toujours est-il que, et tu l'as dit à juste titre, c'est demain, ça va arriver très vite. Il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Et donc, on va proposer, on en a parlé tout à l'heure en préambule tous les deux avant le début de cette réunion. Je pense qu'à la rentrée, on va commencer un cycle de, alors pas de formation parce que c'est un grand mot, formation, mais de l'acculturation à la facture électronique et parce que facture électronique dit aussi réorganisation de la manière dont nous, entrepreneurs, on va avoir de travailler et de cultiver notre facturation. C'est sûr qu'il va y avoir un grand changement et je le dis à tous nos invités présents, mais on communiquera beaucoup là-dessus. On sera bien sûr en première ligne, on vous accompagnera, comptez sur la CPME 13 et tous ses partenaires. Et du coup, j'ai une question dans le chat de Monsieur Grégory Marin, puisqu'il est avec nous en ligne, et qui me demande justement si le portail public est déjà en ligne ou du moins en cours de construction, et est-ce qu'il sera bien sûr lancé avant 2026. C'est une excellente question. Vous l'avez compris, il a pris du retard et il est en cours de construction. Ce que l'on m'indique à ce stade au niveau de la sphère parisienne, c'est qu'il devrait nous permettre de faire des présentations à l'été, enfin, ou à la fin du printemps. C'est-à-dire qu'à la fin du printemps, on ne sera pas dans l'abstraction, on pourra vous montrer comment se présente ce portail physiquement, c'est-à-dire qu'on aura des photos qui nous permettront de le présenter et de décliner le processus effectivement de facturation. Donc, vous avez raison de dire, je suis comme vous, extrêmement impatient de le voir, je ne l'ai pas vu, mais on me le promet aujourd'hui pour le printemps. Donc, on va attendre encore quelques mois et je comprends votre souci. Hein. Si on veut pouvoir y aller, si vous souhaitez y aller, il faut savoir à quoi vous engager. Donc, j'ai remis effectivement un peu de pression sur Paris en leur faisant part des attentes qui se manifestent de plus en plus légitimement parmi vous. Donc, on va se donner encore quelques mois, 4 mois, et je pense que d'ici 4 mois, avec Nicolas Ferrand, nous travaillerons ensemble pour venir vers vous, vers les entreprises et vous présenter quelque chose d'abouti. Bon, on prend rendez-vous, je vous le dis, et je le dis gentiment. En fait, et Monsieur Grégory Marin nous remercie. N'hésitez pas à mettre des questions sur le chat, hein, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. On est dans la réactivité. On était interactif. Du coup, alors, un autre sujet qui peut intéresser beaucoup d'entre nous, parmi peut-être des personnes qui n'ont pas le seuil de chiffre d'affaires qui les rend assujettissables à la TVA, dans la mesure où ils appliquent, par exemple, le régime de la franchise. Et là, les seuils ont un peu changé, d'après ce que je sais. Est-ce qu'un de vous deux, ou Nicolas ou Emmanuel, voulait nous parler donc des différents… Je peux commencer. Je peux commencer. Alors, effectivement, il y a une volonté d'harmonisation européenne des seuils de franchise. C'est ce qui, en fait, s'est traduit dans la loi de finances pour 2024. Alors, ça ne change pas fondamentalement,
Mais néanmoins, il faut les connaître puisque ces seuils, c'est ceux qui s'imposent à nous. Alors, dans le cadre de l'harmonisation, on a un seuil qui va baisser, c'est celui des activités de vente, puisque le seuil qui était aujourd'hui de 91 900 va être baissé à 85 000. Et il y en a un qui monte légèrement, c'est celui donc des prestations de services, et qui est aujourd'hui à 36 800 et qui va monter à 37 500. C'est le premier point, effectivement, de cette modification. Le second qui est apparu, c'est que les entreprises qui font des opérations à l'étranger pourront également bénéficier à l'étranger de la franchise. Et inversement, c'est-à-dire que les entreprises qui sont étrangères et qui ont des activités en France pourront également bénéficier, alors sous réserve, il y en a une, que leur chiffre d'affaires global soit inférieur à 100 000 euros. Mais voilà, c'est assez simple, c'est assez rapide, il n'y a pas de bouleversement, mais la franchise, je sais que ça touche un certain nombre d'entreprises et il est important oui. qu'on en connaisse effectivement les limites. Ces limites évoluent un tout petit peu à la baisse, comme je vous l'indiquais, pour la vente et légèrement à la hausse pour les prestations de services. D'accord. Et c'est bon, une petite Alors, action. oui, vous avez raison, c'est 2025. Voilà. Et sinon, les seuils qui font que… Parce que parfois, c'est le genre de questions pratiques, on nous dit, mais à partir de quand je bascule à partir du premier jour du mois où je constate Non, non, le principe, c'est que vous voilà, basculez l'année suivante. D'accord. C'est l'année qui Rassurant. suit où vous devez effectivement quitter effectivement le régime de la franchise. Sauf si votre chiffre d'affaires a véritablement fait un bond. C'est-à-dire si brutalement il est passé de, je dirais, allez, 80 000 à 110 000, alors là, vous devrez, par contre, le plus tôt possible, c'est-à-dire le mois qui suit le dépassement, rentrer dans le régime. Et donc, il faut avoir un seuil. Alors, attendez, je n'ai plus, c'est de 100 000. Actuellement, il est à 101 000, c'est-à-dire au-delà de 101 000, vous n'attendez pas l'année suivante pour changer votre régime. D'accord. Merci pour ces précisions. C'est le premier jour du mois où on dépasse. Et donc, on peut attendre d'avoir… Il faut les rassurer, vous avez raison. Voilà, non, c'est des questions souvent qu'on nous pose. Après, on a diminué beaucoup d'impôts. Je sais qu'on ne va pas parler forcément de l'impôt sur le revenu, où je sais qu'on a augmenté les tranches et ça va peut-être sans doute permettre à certaines personnes qui étaient limites à ne pas payer d'impôts de nouveau, mais on a supprimé pour les entreprises, ou du moins diminué les impôts de production, notamment la CVAE. Est-ce que c'était une mesure qui était annoncée? Est-ce que cette mesure, finalement, aura bien lieu ou est-ce qu'elle est décalée à plus tard? Bon, c'est une mesure qui aura bien lieu, mais qui est avec un décalage. Alors, rappelons-nous, cette CVAE, il était prévu de la supprimer en 2024. C'est-à-dire qu'il y a eu une première tranche de réduction en 2023. On a diminué le taux de CVAE de 50%. Et 2024 devait être effectivement la fin définitive de la CVAE. Le gouvernement, et j'imagine pour des raisons budgétaires que l'on peut comprendre, a décidé de décaler la fin de la CVAE à 2027. C'est-à-dire que sur les années 2024, 2025 et 2026, on aura une baisse progressive du taux, mais il n'y aura pas véritablement de disparition de la CVAE. C'est-à-dire que les entreprises, les plus importantes, on est au-dessus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, excusez-moi, je voulais juste rassurer aussi parce que certains peut-être ne connaissent même pas cet impôt parce qu'en fait, ils ne le payent pas à ce jour s'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros. Oui, merci Corinne, c'est exact, c'est important de le rappeler. Et donc, au-dessus de 500 000 euros, ils verront progressivement et jusqu'en fin 2026 leur CVAE diminuer. Et en 2027, sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelles modifications législatives, nous n'aurons plus de CVAE. Alors, peut-être une indication, la cotisation minimum que certains connaissent, elle, va disparaître dès 2024. D'accord. Alors là, petite question, mais si on a la réponse, j'ai pas, dans le public, n'hésitez pas à vous manifester, mais en ce moment, on est en train de voir que, parce que bon, ça concerne beaucoup de personnes, qu'il y aurait une augmentation de la TVTS. On peut déjà en parler, la taxe sur les véhicules de société, la TVS, pardon.
C'est vraiment, on en parle, voilà. Je veux être sûre que il faut s'y Alors, faire moi, peut-être un j'ai pas petit beaucoup peu dans d'informations. l'anticipation. Je n'ai pas d'informations, je ne sais pas si Nicolas Ferrand en a, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'évolution de la TVS. Alors, j'ai pas d'informations écrites, Voilà. mais je crois savoir, à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises par nos députés dans la loi de finances en faveur des énergies vertes, il y a une volonté, effectivement, de taxer un peu plus lourdement les véhicules polluants dans les entreprises. Alors ça a commencé il y a 2 ans avec l'application de la TVS chez les BNC, qui en étaient à l'époque, qui n'étaient pas dans l'assiette, hein, qui faisaient pas partie des entreprises qui étaient soumises à TVS. Donc, ils sont entrés là-dedans. Et donc, je pense ils vont, je crois avoir vu qu'il y avait un projet de réévaluer le barème du prix du kilo et du C'est gramme ça. de CO2, qui sont la base de calcul de la TVS. Et on parle même de peut-être suppression de l'exonération sur les véhicules hybrides. Alors, c'est peut-être quelque chose pour l'instant qui n'est pas encore. Mais bon, je voulais en parler un petit peu parce que c'est des informations, si c'est des questions qui nous ont été posées. Mais Mmh. on le suivra de près, alors, puisque pour l'instant, ce n'est qu'au stade d'informations qui circulent, mais qui ne sont pas confirmées. Et Sur. Oui, alors, tu voulais puisqu'on qu'on. parle de voitures électriques, quand même, dans la loi de finances, il, le crédit d'impôt pour l'installation des bornes de recharge chez les particuliers a été renouvelé. Et maintenant, il s'élève à 500 € par borne, à condition que la borne soit compatible avec les heures creuses. D'accord. Donc, c'est Non, pas mais c'est négligeable. important, effectivement, parce C'est pas qu'on est négligeable quand on s'équipe. dans cette évolution de savoir que Tout à fait. bon, même si 2024, il n'y a pas des grands changements, par exemple, là-dessus, mais on se prépare peut-être à avoir des incidences sur la prochaine année. Euh, Au niveau d'autres mesures, notamment sur des mesures, cette fois-ci, peut-être en faveur des salariés pour leur trajet domicile-travail, qu'est-ce qu'on peut annoncer à nos entrepreneurs? Je crois que c'était Alors, Emmanuel qui avait préparé quelque chose là-dessus. oui, 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 effectivement, vous avez raison. Je recherche mon papier, excusez-moi. Oui, il y a effectivement, vous le savez, concernant les frais de transport domicile-travail, il y a d'ores et déjà, bien évidemment, une partie qui est à charge obligatoire des entreprises, hein, c'est la prise en charge des titres de transport et titres d'abonnement. Donc, cette partie obligatoire est bien évidemment déductible. Par contre, nous avions une prime transport, hein, qui permet de prendre en charge effectivement de manière facultative pour les salariés les frais de carburant, hein. Et cette prime transport, elle devait répondre à un certain nombre d'obligations. Le fait, par exemple, pour l'entreprise ou pour le salarié d'être dans une zone où il n'y a pas de transport public, ou le fait, effectivement, pour le salarié d'avoir des horaires, effectivement, peu compatibles avec les transports publics. Ces deux conditions étant mises, ça permettait à l'entreprise de déduire effectivement le montant de la prime transport, tant de ses cotisations sociales que de ses impôts. Alors, les deux conditions qui figuraient ont été suspendues pendant les années 2022 et 2023, c'est-à-dire que le versement d'une prime transport à un salarié, quelle qu'en soit la raison, était déductible. Cette mesure de début de dispositif est prorogé en 2024. C'est-à-dire, vous continuerez, vous, entrepreneurs, à verser éventuellement cette prime transport et vous pourrez, sans aucune condition, la déduire de vos bénéfices ou de vos cotisations. C'est le premier point. La deuxième, c'est la prise en charge du forfait mobilité durable et de la prime transport. Ce forfait mobilité durable, hein, que vous connaissez, par exemple, qui vous permet de prendre des abonnements en vélo ou autre, il est facultatif, hein, vous pouvez le verser aux salariés. Il était plafonné à 500 €. Ce plafond va être reporté à 700 €. Voilà, ce sont des petites mesures, mais des mesures importantes pour favoriser la mobilité douce de vos salariés. Et il est important que vous la connaissiez. Si vous avez la volonté de prendre en charge effectivement ces charges,
vous aurez la possibilité de les déduire sous un plafond majoré. Bonne nouvelle et bonne information à faire diffuser également. Donc, sur la logique de la loi de finances, le but de cette présentation, c'était de vous montrer ce qui avait été un petit peu, enfin, c'est plutôt des modifications, mais on a dit qu'il n'y avait pas un changement radical, mais on a abordé les principaux thèmes qu'on voulait voir. Moi, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour redonner peut-être le calendrier. Alors, en termes d'impôts sur les sociétés ou de déclaration, pour ceux qui ne savent pas, mais là, il n'y a rien qui a changé. Hein, donc, c'est au 30 avril, normalement, la date, mais il y a une tolérance puisqu'on le fait en mode. D'ailleurs, c'est rigolo, cette notion, on appelle toujours ça une tolérance, mais aujourd'hui, c'est devenu, comment dire, quelque chose d'acquis, je dirais, presque. Donc, c'est au 15 mai ou au 18, enfin, je ne sais plus quelle est la date cette année, pour l'envoi des déclarations et le paiement de l'impôt sur les sociétés, toujours au 15 mai pour le solde. Et sur l'impôt sur le revenu, on a une idée des dates, elles sont confirmées ou c'est pas encore Si, les dates sont fixées et je n'ai pas en tête ce calendrier. Je suis désolé, je vais le rechercher. Je ne l'ai pas en C'est- tête puisque vous le savez, 18 mai. le 18 Alors, mai. Nicolas, Je l'ai vu ce matin. Je l'ai Ouais, vu voilà. ce matin. Bravo. Donc, c'est Je crois que encore, c'est en mai, hein, c'est donc, encore frais dans mon esprit. Alors nous, pour les Bouches-du-Rhône, c'est le 18 mai. Oui. Et après, ça s'étale comme d'habitude, hein, pour les autres départements, là, sur 3 dates, et ça finit le 6 juin pour les départements c'est d'outre-mer. le 18 mai pour nous, c'est aussitôt que ça. Mais on est les C'est pas le premiers, nous, hein. le 26 mai, d'accord, ça va. Bon, ben, on a le même jour, nous, experts comptables, les déclarations d'impôt sur le revenu et des déclarations On fait des tout, sociétés. on fera tout en même temps. On est un peu habitués. Oui, je voudrais donc je vous renouvelle donc la demande de dire n'hésitez pas à nous poser des questions sur les besoins que vous avez, sur des informations pratiques, sur des questions qui concernent peut-être il y a une difficulté que vous avez eue ou un besoin de comprendre supplémentaire une information que vous avez eue mais que vous avez besoin que nous complétions. N'hésitez pas, je ne vois pas de questions dans le chat, mais n'hésitez vraiment pas. Bon, bah, sur les aspects de la loi de finances, on a dit qu'effectivement, il n'y avait pas une grande différence, mais il me semblait que pour l'hôtellerie, peut-être pour les pourboires, on a dit qu'il y avait aussi des modifications qui ont été apportées. Nicolas, je pense que toi, tu avais une information à faire passer là-dessus, donc ça peut intéresser nos amis hôteliers ou Alors restaurateurs. oui, ouais, ça intéresse nos amis hôteliers, restaurateurs, toute la partie HR, hein, puisque sur les pourboires, en fait, la mesure qui exonère les pourboires de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu est prolongée pour 2024. Voilà, qui allège ainsi. Ça permet d'alléger les charges de l'entreprise euh, qui, qui reçoivent des pourboires. Donc, ça fait partie, ça, c'est les entreprises qui intègrent les pourboires dans les fiches de paye. D'accord. Et après, je pense que puisqu'on était sur la loi de finances, mais qu'on a fait le tour cette année, je répète, il n'y a pas des énormes changements. Est-ce qu'on peut parler du site impôt.gouv et donc en gros d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent qu'effectivement aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour communiquer avec l'administration fiscale par la messagerie du site aussi bien professionnel que du site personnel. Emmanuel, éventuellement, un Oui, petit bien sûr. Alors, peut-être, conseil pratique là. bien sûr, j'en profite peut-être pour une autre mesure de la loi de finances que je n'ai pas évoquée, je ne voulais pas monopoliser la parole. C'est l'abattement qui est applicable en cas de transmission d'entreprise, soit à un salarié, soit à un proche. Oui, Voilà, j'en parle parce que je sais qu'un certain nombre, effectivement, d'entrepreneurs bien ont sûr. toujours ce souci. Et il faut savoir qu'il y a un abattement qui était fixé à 300 000 euros. Et cet abattement est porté par la loi de finances pour 2024 à 500 000 euros. C'est un sujet, je crois, qui mérite quand même si je ne l'avais pas effectivement identifié immédiatement, d'être présenté à un certain nombre d'entrepreneurs qui se posent la question de l'avenir de l'entreprise après, effectivement, leur départ en retraite ou la cession de l'entreprise. Donc, c'est important de savoir que ce seuil est quand même très sensiblement revalorisé.
Oui, et je pense qu'il faut voir aussi toutes les commissions, mais du coup, nous avons à la CPME une commission nouvelle qui a été créée fin 2023 et qui est justement en charge d'expliquer les sessions de transmission d'entreprise et on fera un atelier spécifique là-dessus, parce qu'en fait, c'est incitatif à ce qu'il y a ce changement. Donc, oui, oui, bien sûr, merci de le rappeler. On communiquera aussi là-dessus et notez-le bien. Mais bon, si on peut revenir donc à comment Bien joindre sûr. euh, les personnes de l'administration. Alors, il est extrêmement important que vous ouvriez effectivement ce portail. Ce portail est le lien naturel de communication, le lien par lequel vous pourrez poser vos questions, le lien par lequel l'administration vous répondra. Alors, c'est un portail qui est sécurisé, qui nous engage aussi en termes de délai de réponse. Donc, je crois qu'il est extrêmement important. Et demain, très honnêtement, c'est à travers ce portail probablement que l'essentiel, voire la quasi-totalité de nos échanges interviendra. On parlait tout à l'heure du contrôle fiscal. On va de plus en plus s'orienter vers un contrôle fiscal avec des échanges dématérialisés. Ça n'est pas encore, bien évidemment, aujourd'hui impératif, mais je crois qu'il faut se projeter à demain. Demain, tous les échanges entre l'administration et les entreprises se feront à travers ce portail. Donc, abonnez-vous, demandez votre code et puis allez sur ce portail. Déjà, les experts comptables vont sur ce portail pour votre compte. Je crois qu'il faut y aller. Oui, et j'ai même constaté qu'on pouvait faire ce qu'on appelle des CERFA, là, notamment lorsqu'on fait une donation, alors qu'avant, on devait se déplacer, aller le faire enregistrer. Et là, a priori, comme c'est simple, on va dire, c'est automatique et c'est officiel. Absolument. J'ai pu le tester moi-même et j'ai été agréablement surprise parce que je pensais ne pas me dispenser d'une visite pour faire enregistrer ce document. Là, vous êtes sur de l'enregistrement et effectivement, nous avons maintenant un service national de l'enregistrement qui gère. Alors, tout n'est pas, les déclarations de succession ne sont pas encore dans le spectre, mais vous pouvez faire des donations et le faire directement en ligne et vous obtiendrez bien évidemment en retour tous les documents enregistrés. C'est ça. Bon, bah écoutez, ça va dans le sens effectivement d'une simplification, d'une transparence, d'une réactivité, parce que dans ce cas-là, j'ai pu le tester aussi, c'est immédiat, pratiquement. Donc, je crois que quand les choses se passent bien, il faut les saluer, il faut dire que c'est positif et qu'il faut féliciter. Donc, merci. En termes d'échange sur la thématique, je pense que bon, on a fait le tour. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc je rappelle que la CPME sera très bien sûr présente à vos côtés dès qu'on a des modifications, que ce soit aussi sur l'ensemble des mesures, même de la sécurité sociale, de la retraite, enfin tout ce qui peut accompagner un chef d'entreprise. Là, on avait fait un focus sur la loi de finances. On est aussi présent sur d'autres événements qui sont peut-être un petit peu plus dans le mode réseautage, business, et notamment, je vais laisser du coup maintenant la parole à Lou. Lou est toujours là, qui va vous expliquer nos prochains rendez-vous. Oui, bonjour à tous. Alors, du coup, les prochains rendez-vous, on a un apéro business qui se passera sur le territoire d'Aix, donc ce jeudi. Donc, il y a encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai mis via le chat tous les liens sur les événements sur lesquels je vais vous parler. Et nous avons également sur la journée du 19 mars un atelier sur l'IA et les commerces pour la suite de l'arrivée des JO, donc avec le Reality Lab et notre commission digitale. Et également sur ce même jour, le déjeuner de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée pour les inscriptions. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et justement, je rebondis sur le pôle jeune, puisque le 19 mars, c'est un déjeuner, mais sur ce pôle, il y a énormément d'ateliers pratiques. Parce qu'en fait, on a bien compris que quand on démarre, quand on dit jeune, c'est à la fois jeune parce que, bon, à la fois par l'âge, mais aussi dans l'activité de créateur d'entreprise. Il y a des gens qui avaient un parcours de salarié précédemment et qui, du coup, un jour, eh bien, décident, et bravo, on est là aussi pour les accompagner, de créer leur entreprise, mais du coup, découvrent des choses totalement éloignées d'eux. Et donc, dans ce pôle jeune, on fait beaucoup, beaucoup d'ateliers pratiques. Donc, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir. Et en plus, c'est toujours très convivial et très progressif et on est toujours entouré de professionnels.
Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter notre webinaire aujourd'hui sur ces paroles. Je vous remercie d'être venu. Merci Nicolas, merci Emmanuel de nous avoir accompagnés, de nous avoir apporté votre expertise. Lou veut dire quelque chose, pardon. Oui, on a une petite question sur le chat, Corinne. Ah, alors, à répondre à la dernière question peut-être. Y a-t-il un droit à l'erreur dans la publication de son bilan comptable? Je suis salarié et par ailleurs j'ai une petite SAS. J'ai été débordé. Je dois payer 1 200 € de pénalité. Je suis démuni. Comment faire? Alors, qui répond? L'expert comptable ou l'administration? Mais déjà, dans un premier temps, il faut que vous déposiez votre bilan auprès de l'administration fiscale avec votre déclaration d'impôt sur les sociétés, parce que je pense que là, si vous parlez de 1 200 € de pénalité, je pense qu'il s'agit des pénalités pour défaut de production du bilan. Donc moi, je vous encourage à déposer ce bilan rapidement et après de prendre attache à votre SIE et à demander s'il est possible d'avoir une remise gracieuse auprès de votre interlocuteur via la messagerie électronique du site impôt.gouv, évidemment. Alors, a priori, cette personne nous dit qu'elle a déjà fait son bilan, ça y est, et elle est déjà passée, donc physiquement, j'imagine, au SIE de Marseille. Donc, Alors, passer, ouais, alors, moi je privilégie, hein, mais après M. Gallardon, peut-être qu'il ira dans mon sens ou pas, mais je privilégie quand même, à mon avis, un contact via le site des impôts, puisqu'il est très très bien fait. Et ça permettra d'avoir une réponse aussi rapide, en fait, à votre demande. Oui, oui, je confirme totalement ce que vient de dire Nicolas Ferrand, bien évidemment. Donc oui, écrivez sur votre messagerie, effectivement, impôt.gouv, demandez, expliquez votre situation et demandez une remise gracieuse de ces pénalités en expliquant les raisons de votre retard. Et voilà, on vous répondra extrêmement rapidement et comme je vous l'indiquais, de manière sécurisée. N'hésitez pas à signaler peut-être à Corinne quelle est votre situation, elle me la fera passer et j'accompagnerai. Alors oui, alors justement, merci Emmanuel de nous avoir fait passer ce message parce que la personne me dit je vais voir avec le médiateur ou je ne sais. N'hésitez pas, alors contactez-nous effectivement à la CPME. On a à la fois donc ces liens particuliers avec nos partenaires et j'en suis encore ravie. Et aussi, on a une cellule de personnes bénévoles parmi nous, c'est-à-dire des entrepreneurs, experts comptables, avocats et toute une autre série de professionnels qui vous accompagnent et qui répondent à vos questions quand vous avez des sujets. C'est par le biais de Allo CPME 13. Donc, n'hésitez pas non plus à nous faire remonter les difficultés que vous avez au quotidien. On est là pour vous accompagner. Merci. Eh bien, je crois qu'on va clôturer. J'espère qu'on vous a apporté toutes les réponses que vous souhaitiez. Et surtout, on vous rassure en vous disant encore une fois, la CPME est à vos côtés et on continuera régulièrement à vous porter de l'information et à vous aider, à vous sortir cet isolement qui est malheureusement souvent, je rebondis justement sur le dernier cas, le cas d'une personne qui est salariée d'un côté, qui a son entreprise de l'autre et qui est toujours la tête dans le guidon, qui fait passer bien sûr systématiquement son activité avant d'autre chose. Eh bien, n'hésitez pas, on est là pour vous conseiller. Merci pour tout et merci pour les commentaires que vous faites. Merci pour tout. Au revoir.